Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Serein. Pour cette nouvelle rencontre, j'ai eu le privilège rare de pénétrer dans l'atelier de Céline, souffleuse de verre à la flamme. Elle confectionne des bijoux particuliers, en forme de gouttes d'eau, destinés à l'olfactothérapie, ou comment les odeurs peuvent influencer nos émotions. Des créations uniques qui allient esthétique et bien-être. Je n'ai pas réfléchi longtemps pour y aller. Céline travaille chez elle, à Chis. Pas vraiment toute seule, plutôt bien entourée, de 2 compagnons à 4 pattes, Hera et Bandit, qui m'ont aussi bien accueillie. Ah ça, tu viens de me péter les oreilles, toi. Bonjour. Bah alors. Comité d'accueil. C'est la sonnette. Allez, Salut. Attends, je te dis bonjour. Salut. Bonjour Céline. Enchantée. Sa grande silhouette contraste avec sa timidité naturelle, cette douceur qui rend la rencontre encore plus précieuse. Moment suspendu pour le premier souffle d'un parfum. Donc Céline, je suis artisan souffleuse de verre, donc souffleuse de verre à la flamme, au chalumeau. Et je fabrique essentiellement des bijoux et des petits objets. Et je me suis spécialisée dans tout ce qui est bijoux d'olfactothérapie, c'est-à-dire pour les huiles essentielles et pour tout ce qui est parfum naturel, huile essentielle, les odeurs qu'on pourrait aimer respirer et qu'on peut mettre dans nos bijoux. Comment tu es arrivée au soufflage de verre ? Ça, c'est un peu la magie des rencontres. Je vais essayer de la faire courte, mais en gros, je suis aussi comportementaliste canin, d'où les chiens dans ma vie. Et j'avais un chien qui s'appelait donc Abyss, d'où le nom de la boîte Abyss Glace. Grâce en fait à ce métier de comportementaliste, donc j'organisais des balades de groupe, des balades sociales, et j'ai rencontré une personne en fait qui soufflait le verre au chalumeau. Et j'ai découvert du coup cette discipline en 2013 à peu près, et j'ai commencé à m'initier en 2015. J'ai commencé à m'entraîner, à acheter du matériel, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler le verre. Tout à fait, pas par hasard, par la magie des rencontres. Voilà, grâce à mon chien Abyss. Ce travail justement manuel qui est un peu perdu par ici, on en avait des souffleurs de verre, on en a quasiment plus. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce métier-là ? C'est un peu la magie de la matière en fait. Quand j'ai commencé à travailler le verre, ça m'a complètement fascinée. Moi déjà à la base, je pensais pas être quelqu'un de manuel, enfin pas trop, je bricolais un petit peu, mais voilà. Et je pensais pas être créative. Et quand j'ai commencé en fait à mettre les mains entre guillemets dans le verre, ça m'a complètement fascinée. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité infinie de création, mais qu'à la fois c'était très technique et très difficile à travailler. Et je sais pas, c'est un peu comme toutes les personnes, enfin la plupart des gens, quand on regarde un souffleur de verre, on a cette espèce de fascination pour le verre en fusion. Ça a un côté magique en fait. Et moi, à partir du moment où j'ai commencé, j'ai plus réussi à m'arrêter, quoi. J'ai enchaîné, j'ai testé des choses, et puis c'est ce côté vraiment infinité de possibilités, quoi. Donc on peut aller un peu dans toutes les directions, et c'est ce qui m'a plu. Là, quand je regarde tes bijoux, et c'est ce qui nous avait interpellés nous, quand on a vu ta publication, c'est ce fameux bijou dans lequel on peut mettre des huiles essentielles, qui a une forme de goutte d'eau un peu. Comment ça se passe concrètement, la création de ce bijou ? Tu as breveté le bijou, c'est ça ? Je l'ai déposé, on va dire, à l'INPI, c'est-à-dire que j'ai fait une protection au niveau du concept. J'ai protégé et le nom et le concept, en fait, voilà, dès que je l'ai mis au point. Donc ce pendentif, il sert à mettre des huiles essentielles à l'intérieur pour pouvoir venir les respirer quand on en a envie. L'idée, elle m'est venue parce que j'utilisais déjà les huiles essentielles à l'époque pour mes chiens, ce qu'on appelle la zoopharmacognosie, le fait de proposer des traitements naturels aux chiens qui puissent choisir leur remède. Et Abyss, en fait, qui était donc mon chien, a eu un cancer, en fait, des os. Et j'utilisais donc les huiles essentielles pour lui. Et j'ai découvert pendant son accompagnement dans sa phase terminale de cancer, j'ai découvert aussi l'olfactothérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles pour les humains, le fait de venir les respirer, les inhaler pour le côté émotionnel en fait. Voilà, trouver une huile essentielle qui nous apaise, qui nous fait du bien par l'inhalation. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu l'idée de mettre au point les pendentifs d'olfactothérapie parce que j'en avais l'utilité, parce que j'utilisais les huiles essentielles, j'ai accompagné Abyss pendant tous ces derniers mois, donc je dormais avec lui à la fin pour qu'il puisse l'aider à se tourner la nuit, etc. Et ça m'arrivait de m'endormir avec le flacon d'huile essentielle à côté du nez et de me retrouver le matin avec le flacon par terre. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour les avoir toujours à portée de nez, puis même pour l'accompagnement émotionnel, j'en avais besoin, c'était une période vraiment un peu compliquée. Et c'est à ce moment-là que je les ai mis au point. J'ai lancé Abyss Glace en 2019. Ça s'appelle Abyss Glace parce que Abyss, c'est celui qui m'a fait découvrir le métier de souffleur de verre. Et c'est lui qui m'a inspiré ces pendentifs. Et il est parti en début mars 2019. Donc pour moi, ça coulait de source que c'était lui qui était à l'origine du début de l'aventure, quoi. L'olfactothérapie, c'est pas quelque chose qui est très connu en ce moment encore.
Est-ce que tu peux nous développer un peu ça ? Oui, je peux essayer d'en parler. Après, moi, je suis pas olfactothérapeute. L'olfactothérapie, c'est vraiment une discipline qui a été mise au point et propulsée par un monsieur qui s'appelle Gilles Fournier. C'est une méthode qui est vraiment élaborée. Quand on parle vraiment d'olfactothérapie, il y a vraiment des gens qui sont olfactothérapeutes, qui accompagnent d'autres personnes, voilà, dans une dynamique de soins. Moi, je l'utilise plus pour que les gens, en fait, fassent le lien entre les huiles essentielles et l'olfaction et comprendre que les huiles essentielles nous font du bien, mais au-delà de... participe. Bandit veut participer. Oui, que ça nous fait du bien sur un point de vue émotionnel et que voilà, chaque huile essentielle peut nous apporter quelque chose. En fait, le pouvoir des huiles essentielles sur les émotions, c'est souvent ce qui est décrit quand on parle d'olfactothérapie, c'est le fait qu'en fait, une odeur, quand on va la respirer, elle va aller directement à notre cerveau limbique, le cerveau des émotions, sans passer par le côté réflexion. Donc du coup, une odeur, elle peut venir nous rassurer, elle peut venir nous faire du bien, comme elle peut venir réveiller certains souvenirs, enfin voilà. Donc c'est le pouvoir des odeurs, il est vraiment très important et je pense très méconnu aussi actuellement. Et je pense qu'on en est qu'au tout début de la phase de recherche là-dessus. L'olfactothérapie, je l'utilise de cette manière-là, c'est-à-dire porter l'huile essentielle qui me fait du bien. Et aux gens qui achètent des pendentifs ou des bijoux, moi je leur conseille la même chose, juste porter l'odeur qui vous fait du bien et sans forcément réfléchir au pourquoi du comment, c'est voilà. Des clients qui achètent tes bijoux, c'est quoi l'huile essentielle qui est le plus vendue ? L'huile essentielle de lavande, parce qu'elle a des propriétés anti-stress, elle est reconnue pour ça. Là, pour le coup, il y a des études qui ont été menées. Les gens achètent vraiment beaucoup dans l'idée de se déstresser, dans l'idée d'avoir un peu un doudou olfactif. C'est l'avantage du bijou, c'est qu'on peut vraiment transporter avec soi et on peut venir vraiment respirer en fait l'huile essentielle dans n'importe quelle circonstance. Qu'on soit chez soi, qu'on soit au travail, qu'on soit dans les transports, qu'on soit n'importe où. Quand on a besoin de venir la respirer, on la respire. Et l'huile essentielle de lavande et d'orange douce aussi, d'ailleurs. Les deux, c'est vraiment celle qui plaise le plus. Je pense parce que les gens l'ont vraiment associée aux propriétés, voilà, aux propriétés anti-stress, au calme. Et on me demande souvent quelles huiles essentielles justement apaisent. C'est un peu inquiétant ou qu'est-ce que tu ressens toi quand tu vois tant de gens qui te disent j'ai besoin d'être déstressé, j'ai besoin d'être calme? Je pense que c'est la société un peu dans laquelle on vit actuellement. Tout le monde est hyper speed, tout le monde est sur 10 000 fronts en même temps. Les gens ne trouvent plus de moments en fait pour se poser, pour se ressourcer. Je pense qu'on est surstimulé parce que voilà, on vit dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on a de l'information en permanence, tout le temps. Et je pense qu'avant, on avait des moments de calme et des moments pour se ressourcer, qu'on n'a plus forcément maintenant si on ne se pose pas tout simplement, et si on ne s'autodiscipline pas à se couper de l'information qu'on a en permanence, de par les réseaux, de par le téléphone, Internet, tout ça, quoi. Ça t'arrive d'avoir des gens qui viennent te voir en disant qu'ils cherchent une odeur d'un souvenir, une odeur précise qu'ils ont dans leur souvenir pour justement l'avoir avec eux? Moi, je ne compose pas les odeurs. Voilà, je fais pas de composition. En tout cas, il y a effectivement cet effet Madeleine de Proust que certaines personnes recherchent. Moi, ça me le fait par exemple avec l'orange. Ça me rappelle du coup la fleur d'oranger, ça me rappelle les crêpes. Quand j'étais petite, quand ma mère faisait des crêpes. Et c'est un côté très réconfortant. Mais par contre, ça peut se travailler, je pense, avec des personnes qui travaillent par exemple les parfums naturels, à base d'huile essentielle. Là, par exemple, moi, je travaille avec une nouvelle partenaire qui est parfumeuse naturelle, donc qui fabrique elle-même ses parfums de manière artisanale, complètement naturelle. Et par exemple, elle fait des parfums sur mesure. Donc, et là, les gens peuvent venir composer leur parfum en fonction de ce qui leur parle, de ce qui les attire, et qui ont un parfum, là, pour le coup, 100% personnalisé. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu portes un parfum, tu sais pas pourquoi c'est celui-là, là, voilà. Comment elle s'appelle, cette parfumeuse ? Elle s'appelle Amandine, et la marque de parfum s'appelle Parfumance. En fait, je travaille plus qu'avec les huiles essentielles, je commence à travailler un peu avec les parfums naturels de cette marque-là, parce que c'est le même effet, quand tu les portes, t'as quelque chose qui te fait du bien, qui t'apaise, qui te parle. D'ailleurs, l'odeur que tu as sentie quand tu es rentrée, ce n'est pas les huiles essentielles, c'est un des parfums d'ambiance. Voilà. Okay. Est-ce que tu as des clients qui t'ont fait des retours par rapport à tes bijoux, qui ont justement été très positifs sur le fait que ça les a calmés, apaisés, déstressés? Ça, j'en ai beaucoup de retours et c'est ce qui me fait chaud au cœur, parce que j'ai aussi pas mal de personnes qui sont dans le milieu, par exemple, médical, qui achètent les bijoux, qui ont témoigné que, par exemple, c'est un endroit où elles n'ont pas forcément le droit de porter des parfums, ou, enfin voilà, et le fait d'avoir en fait son petit pendentif et de venir respirer, soit entre deux moments de stress, parce que le milieu médical, quand on est infirmière, aide-soignante, c'est un milieu quand même
où elles sont sursollicitées. Ou alors pour le côté tout simplement odeur, c'est-à-dire que quand on est confronté à des odeurs du médical tout le temps, le fait de venir pouvoir avoir sa petite bulle olfactive, respirer son pendentif à ce moment-là, ça fait du bien. Et j'ai beaucoup de témoignages aussi de personnes qui sont soit stressées, soit en maladie, à qui le fait d'avoir son huile essentielle toujours à portée de nez fait énormément de bien. Donc ça oui, j'ai beaucoup de retours positifs. Tu me parles de l'orange douce comme une odeur qui t'a marqué dans ton enfance, tu en as une autre ? Je crois que c'est celle qui m'a le plus marquée dans mon enfance parce que j'adore les crêpes. Voilà. Si, il y a aussi peut-être l'odeur du jasmin que j'aime beaucoup parce que c'était une plante une fleur qui était présente dans le jardin de mes parents, familial en fait. Et c'est vrai que quand je sens cette odeur, ça me rappelle de suite l'odeur de mon enfance ou l'odeur de mon adolescence, quoi. Parce que quand je vais encore chez mes parents d'ailleurs, de temps en temps quand j'y passe, il y a le grand mur comme ça de jasmin et c'est une odeur du coup qui est très réconfortante. C'est le retour à la maison en fait. Donc tu as du verre qui est déjà teinté, du verre coloré, donc soit des tubes, soit, alors là je vais pas avoir les baguettes, je vais les avoir là-bas, je vais te montrer, ou soit tu as du verre transparent, tu vois. Là ce sont les tubes, donc tout ce qui est tube, c'est ce qui va me permettre de travailler le verre creux, de le souffler et de venir faire les pendentifs, par exemple pour les huiles essentielles, les bracelets, les bagues, ou alors de faire tout ce qui est pendentif aussi mémoriaux. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. Je fais des pendentifs aussi souvenirs à l'intérieur desquels je vais mettre par exemple des poils d'animaux, du sable, de la terre, des cendres, enfin voilà. Okay. Ça c'est des pendentifs creux. Les gens t'envoient leurs souvenirs et toi tu l'intègres à l'intérieur du bijou. C'est ça, c'est ça. Je le mets à l'intérieur, je le scelle, donc c'est complètement hermétique, ça ne peut plus s'ouvrir. Et je le monte en gouttes, en pendentif souvenir, pendentif mémorial. Donc tout le verre creux, c'est ce qui va me permettre d'avoir une partie soufflée. Je fais aussi des boules de Noël, des petites boules de Noël en verre soufflé. Et après tu as les baguettes de verre pleines. Là par exemple, tu vois, c'est pas du tout creux, celle-là non plus. Ouais. Et ça, c'est ce qui va me permettre soit de faire tout ce qui est bijoux qui ne sont pas creux, comme les univers, soit pour le verre qui est comme ça plein, mais de couleurs. On va aller là-bas. Tu vois, par exemple, ça, c'est du verre qui est de couleurs, qui est teinté. Là, c'est ce qui va me permettre de faire en fait tout ce qui est décor. D'accord. Tout ce qui est apporter de la couleur sur du verre transparent. Ok. Voilà. Donc en fait, je joue entre le verre transparent, le verre de couleur en fonction de ce que je veux faire. Okay. Et cette machine, c'est quoi ? Alors ça, c'est un four. Mes créations, je les fais donc au chalumeau. Et une fois que la pièce en fait est terminée, je la mets dans le four. Et ça permet en fait d'éviter les chocs thermiques et de recuire la pièce pour la solidifier. Parce que le verre, en fait, ce qu'il aime pas, donc, c'est les chocs thermiques. Par exemple, quand j'ai une pièce très chaude, si je la laisse refroidir à l'air libre, elle va refroidir trop vite. Et en plus, comme je vais mélanger, des fois, je vais avoir une pièce de verre qui va être un peu froide, je vais y mettre du verre en fusion dessus, enfin voilà, et ça va créer ce qu'on appelle des tensions dans le verre. D'accord. Et si tu n'as pas une recuisson qui uniformise tout ça, et bien ta pièce, elle peut être fragile. Donc soit elle peut casser au moindre choc, soit elle peut en fait casser même sans que tu la touches, c'est-à-dire que au bout d'un jour ou deux, ou des fois le lendemain, paf, elle pète parce que tu as une tension qui se libère. Okay. Voilà. Donc, elle explose pas non plus, mais tu vois, tu as une fissure qui apparaît au milieu, et des fois, elle peut carrément s'ouvrir en deux, suivant le travail que tu as fait dedans. Okay. Alors là, j'ai plusieurs sorties parce que c'est un chalumeau un peu puissant, et c'est pour ça que j'ai 2 arrivées de gaz et 2 arrivées d'oxygène, parce qu'en fait, tu as 2 buses différentes. En fait, tu as une grosse buse, mais soit je peux utiliser une petite flamme, soit je peux utiliser une très grosse flamme. Et en fonction du verre que je vais travailler et de la masse de verre que je vais travailler, donc si je travaille sur des petites pièces, j'ai pas besoin d'une énorme flamme, parce que le verre va fondre quand même assez rapidement parce que c'est fin. Par contre, dès que je travaille, ne serait-ce que sur des pièces comme celle-là, là tu vois, c'est un petit univers que j'ai fait dans une bille de verre. Voilà, rien que ça, au niveau de la masse de verre, comme ça devient de plus en plus épais, il me faut une flamme plus puissante pour pouvoir en fait faire fondre de manière uniforme le verre. Du coup, t'as une arrivée de gaz et c'est relié à une arrivée d'oxygène. Et l'oxygène, c'est les machines que j'ai derrière là. Ça prend l'oxygène en gros de l'atmosphère. En fait, si tu allumes que le gaz, tu auras une grosse flamme jaune, tu peux pas travailler. Et l'oxygène, c'est ce qui te permet d'ajuster en fait ta puissance de flamme, d'avoir une flamme plus ou moins fine, plus ou moins douce ou tranchante, on appelle. Et le fait de varier l'oxygène dans la flamme, ça permet aussi d'avoir des effets différents dans le verre. Il y en a certains, si tu mets plus d'oxygène, tu auras du verre qui va sortir dans les bleus. Si tu en mets moins, il va avoir d'autres reflets irisés. Donc tu as toute une technique par rapport aussi à la gestion de l'oxygène dans la flamme pour justement les couleurs un peu comme ça. Un peu irisé, ouais. C'est dingue. Incroyable. Est-ce que tu sais où est-ce que tu te vois dans 20 ans ? Alors non, absolument pas. Je ne sais pas du tout parce que je vis un peu au feeling, au fil des
de ce que présente la vie, quoi. Donc ça veut pas dire que je suis désorganisée ou quoi que ce soit, hein. J'ai des objectifs, voilà, j'ai une idée en tête, mais j'avoue que depuis toujours, en fait, je vois qu'il est complètement sinueux, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai fait des études dans l'environnement, sur le développement durable, sur l'aménagement du territoire. Après, au final, j'ai travaillé dans une toute autre branche. Je me suis formée comportementaliste canin parce que j'ai eu des chiens qui m'ont fait me poser des questions et que du coup ça m'a orientée sur cette branche aussi. J'ai rencontré quelqu'un, je suis partie sur souffleuse de verre parce que ça m'a passionnée. J'en ai pas la moindre idée. J'interviewe beaucoup de personnes qui justement sont des gens qui travaillent avec leurs mains, qui sont des artisans. Et quand ils me racontent leur histoire, ce sont souvent des gens qui ont fait des études poussées, comme toi, visiblement. Comment tu peux l'expliquer ça ? Alors moi, à titre personnel, en fait, mes études m'ont beaucoup plu. Mon BTS, je me suis régalée, c'était sur la gestion des espaces naturels. Enfin voilà, j'étais tout le temps dehors. La licence, pareil, c'était très intéressant. Et en fait, quand je suis arrivée sur mon master, donc c'était l'ingénierie de projet et politique locale, j'ai commencé à travailler dans ma branche. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vide de sens. Et je pense que c'est beaucoup de personnes qui se retrouvent dans l'artisanat, dans ce truc-là, de chercher un sens ou de chercher une utilité ou quelque chose de concret, en fait. Moi, me retrouver dans un bureau, à bosser sur des dossiers pendant des mois, pour qu'au final, ce soit des histoires de politique, de trucs qui font que le truc passe au placard, on a l'impression de perdre son temps et de perdre sa vie à faire des choses qui ne servent à rien. Je pense que c'est peut-être comme ça, alors je parle pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est mon cas, j'avais l'impression, dès que j'ai commencé à travailler dans ma branche, même si mes études m'ont plu, quand j'étais dans la phase vie active, boulot, ça me déprimait, quoi. Et j'ai toujours aimé, en fait, après j'ai travaillé, par exemple, quand j'ai enchaîné, après ce boulot-là, moi j'ai travaillé pendant un temps dans un centre équestre aussi. Là, c'était concret, quoi, c'était du vivant, c'était des animaux. Et l'artisanat, j'y suis tombée dedans un peu par hasard, par ce que je disais, la magie des rencontres, mais là, c'était concret. Je crée quelque chose, je le vois dans la matière, et en plus, ça me permet un échange avec l'autre. Cette création va aller à quelqu'un qui va y trouver du sens. Ouais, ça donne un sens, en fait. Je pense que c'est peut-être pour ça que les gens qui font beaucoup d'études, au bout d'un moment, se disent « Mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fais ? À quoi ça sert ?» Et on retourne vers quelque chose qui est plus concret, parce que le travail de la matière, le travail de ses mains, c'est quelque chose de concret. On crée des choses, on crée un échange avec l'autre, parce que quand on crée un objet, ou que ce soit un objet utile ou un objet d'art, ça permet un échange avec l'autre aussi. Donc je pense que ça ramène du sens. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous d'être venus. Les bijoux de Céline portent en eux la trace d'un long parcours, celle d'une vie qui l'a menée jusqu'à cet atelier, jusqu'à cette matière incandescente qu'elle apprivoise avec une patience incroyable. Chaque pièce est unique, comme sculptée par le temps et l'attention, une beauté qui ne ment pas sur l'exigence du métier. Et demain, elle ne le sait pas, elle ne cherche pas à le savoir d'ailleurs. Il y a une liberté dans cette incertitude, une forme de justesse aussi. Accepter que rien ne soit figé, que tout puisse encore se transformer, comme le verre sous la flamme. Merci d'avoir écouté ce podcast du Serein. Partagez-le autour de vous. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires, d'autres mains au travail, d'autres façons d'habiter le monde.